La République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. À tous, bienvenue sur la plateforme Prépa-Bac 2020 offerte par la République des valeurs. Alors très heureux de vous retrouver ce soir pour m'entretenir avec vous sur un autre thème du programme de géographie en classe de terminale. La construction européenne, réalité et perspectives. Alors c'est la 7e leçon du programme de géographie, la deuxième de la deuxième partie intitulée l'espace européen. Alors dans cette leçon sur la construction européenne, il s'agira entre autres objectifs d'identifier les différentes étapes de la construction européenne, d'expliquer les enjeux de l'intégration européenne, d'apprécier la place de l'Union européenne dans le monde, d'évaluer les réalisations de l'UE, de relever les défis qui se posent et enfin donc de dégager les perspectives de la construction européenne. Alors on peut dire que la fin de la Seconde Guerre mondiale est marquée par un nouveau rapport de force, une nouvelle hiérarchisation donc avec le déclin de l'Europe. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe va pratiquement perdre les fondements de sa domination sur le monde. Alors, comment dirais-je, son endettement massif la place dans une situation de dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis. Alors, l'édifice colonial également, au lendemain de la guerre, va commencer à s'effriter. Les peuples colonisés, dopés par leur participation à la guerre, vont réclamer le droit donc, à disposer d'eux-mêmes, que ce soit en Inde, en Indochine ou bien en Algérie. Donc, on peut dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était un immense champ de désolation. Et c'est pour faciliter sa reconstruction et éradiquer les germes de nouveaux conflits que Français et Allemands vont initier une organisation dénommée CECA. Communauté européenne de charbon et de l'acier. Alors, devenu un peu plus tard, nous y reviendrons, la CE, Communauté économique européenne, puis UE, Union européenne, elle s'est progressivement élargie et est devenue aujourd'hui un puissant facteur d'intégration continentale et de concurrence. Alors, nous allons nous intéresser d'abord, dans un premier temps, à l'historique et aux étapes, les différentes étapes de la Constitution européenne. Alors, on peut dire d'emblée que l'UE doit son existence à deux autorités françaises, Jean Monnet, homme politique français, économiste, et Robert Schuman, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères. Et c'est Robert Schuman lui-même, ministre des Affaires étrangères, qui va procéder au rapprochement entre la France et l'Allemagne en 1949. Et le 9 mai 1950, il fait une déclaration plus connue sous le nom de déclaration Schuman,
Alors, à travers laquelle il propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et de l'acier sous une autre autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Voilà un aperçu de ce qu'on appelle la déclaration Schuman. Donc, le 9 mai 1949, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, va proposer aux autorités allemandes de placer l'ensemble de la production des deux pays de charbon et de l'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Alors, on va se poser la question, pourquoi le charbon et l'acier? Alors, le charbon et l'acier étaient principalement à l'époque les leviers du développement économique d'un pays, mais également ça déterminait la puissance militaire. Et le contrôle, la dispute plutôt pour le contrôle de ces deux pays, de ces deux produits, avait provoqué des guerres meurtrières entre puissances européennes. Donc, pour les autorités françaises, mettre ces deux produits sous le contrôle d'une haute autorité allait empêcher peut-être l'éclosion, l'éclatement d'une autre guerre entre la France et l'Allemagne, entre États européens. Mais il était bien précisé que cette organisation n'était pas fermée, qu'elle était ouverte à la participation des autres pays de l'Europe. Alors, c'est ainsi qu'en 1951, sera créée la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors, regroupant la France, évidemment, l'Allemagne, l'organisation n'était pas fermée, l'Italie, mais également les pays du Benelux. PE, c'est la Belgique. NE, c'est Néerlande, donc ce sont les Pays-Bas. Lux, c'est Luxembourg. Alors, c'est le début de la construction avec les 6 pays fondateurs. Alors, la CECA vise l'établissement d'un marché commun du charbon et de l'acier, comme je l'ai dit tantôt. Ces deux produits étaient les principaux leviers du développement économique d'un pays. Alors, en 1955, va se tenir une conférence en Italie. C'est la conférence de Messine. C'est en Italie. Et lors de cette rencontre, les 6 vont décider d'élargir les échanges aux autres produits agricoles et industriels. Et c'est en 1957 que les pays membres de la CECA vont signer le traité de Rome qui va instituer la communauté économique européenne. Et ce sont les succès rapidement enregistrés qui vont inciter les autres pays de l'Europe
à faire acte de candidature pour intégrer la CEE. Ainsi, on va assister donc à des vagues d'adhésion. En 1973, la CEE s'ouvre au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark. Alors en 1981, la Grèce est admise à la CEE. En 1986, c'est au tour de la péninsule ibérique avec l'Espagne et le Portugal et le Portugal. Alors en 1990, après la réunification de l'Allemagne, c'est la partie orientale, donc la partie Est, qui intègre l'Union européenne. Alors, la partie orientale de l'Allemagne donc va intégrer l'organisation donc après la réunification avec l'Est. Donc à ce stade, nous en sommes à 12 membres. Les 6 pays fondateurs de la CECA, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. À partir de 1973, ce sont les premières vagues d'adhésion. La CEE accueille le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark. En 1981, c'est au tour de la Grèce. En 1986, c'est l'Espagne et le Portugal qui intègrent. Et en 1990, c'est la partie orientale qui rejoint la CEE après la réunification de l'Allemagne. Maintenant, l'intégration de la partie orientale n'ajoute pas un membre de plus dans l'Union européenne. Et à ce stade, on est à 12 membres. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 membres. Alors, le 7 février 1992, alors sera signé le traité de Maastricht qui va instituer l'Union européenne. Le 7 février 1992, c'est la signature donc, du traité de Maastricht. Maastricht, donc, c'est au pays et aux Pays-Bas. Alors, ce traité va instituer l'Union européenne à la place de la CE. Et ce nouveau traité plutôt dépasse l'aspect économique initial et confère à l'organisation plutôt donc une vocation politique. Alors en 1995, alors l'élargissement se poursuit et l'Europe va arriver à 15 membres avec l'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande. Donc à ce stade, nous en sommes à plutôt 15 membres. Alors la plus grande vague d'adhésion sera enregistrée en 2004, où on va assister donc à l'intégration dans l'Union de 10 nouveaux pays. Alors dans ces 10 pays, les 8 étaient des PECO. Alors entendez par PECO, pays de l'Europe centrale et orientale. Maintenant, quels sont les 8 PECO
qui ont intégré l'Union européenne en 2004, on peut les citer. D'abord, les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne, et la Hongrie. Donc, les huit PECO qui ont intégré l'Union européenne en 2004, plus maintenant 2 pays de l'Europe du Sud, donc c'est Chypre et Malte. Et l'intégration de ces 10 nouveaux pays porte le nom plutôt donc à 25 membres. Alors, le 1er février 2007, alors 2 autres PECO vont intégrer l'Union européenne, c'est la Roumanie et la Bulgarie, portant ainsi le nombre à 27. Et c'est en 2007, le 1er janvier, en 2013, le 1er juillet, que l'Europe va arriver à 28 membres avec l'adhésion de la Croatie. Donc c'est l'Europe des 28. Mais, depuis le 31 janvier 2020, l'Europe, ou bien l'UE, est à nouveau à 27 membres. Alors, le Brexit, alors Brexit, BR c'est British, exit c'est sorti, donc ça renvoie à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Brexit est devenu effectif et le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE après 47 ans plutôt, donc après son adhésion. Maintenant, par rapport à la sortie du Royaume-Uni, il faut retenir que pendant une période de transition jusqu'en fin 2020, le pays va rester au sein de l'Union douanière et du marché unique européen, le temps de renégocier les termes d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Donc, telle est donc l'historique et les différentes étapes donc, de la construction. Alors, si on récapitule ce premier point, on peut dire que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était un immense champ de désolation. Et c'est pour faciliter sa reconstruction économique et éradiquer les genres de nouveaux conflits que Français et Allemands vont initier une organisation dénommée CECA. Alors devenue par la suite CE, ensuite UE, elle s'est progressivement élargie et est devenue un puissant facteur d'intégration continentale donc, et de concurrence. Alors les précurseurs de la construction, ce sont les autorités françaises, Jean Monnet, économiste, et Robert Schuman, homme politique, président du Conseil et, comment dirais-je, ministre des Affaires étrangères. Et c'est lui, Robert Schuman, en 1950, à travers une déclaration qui porte son nom, c'est la déclaration Schuman, qui va proposer de mettre sous le contrôle d'une haute autorité les productions franco-allemandes de charbon et de l'acier. Je l'ai dit tantôt, pourquoi le charbon et l'acier, ces deux produits déterminaient à l'époque la puissance économique et militaire d'un pays. Et le contrôle, ou bien la dispute pour le contrôle de ces deux produits avait provoqué plusieurs guerres entre nations européennes. C'est ainsi qu'en 1951, la CECA a vu le jour. Alors, comme l'organisation n'était pas fermée, elle était ouverte aux autres pays de l'Europe qui voudraient l'intégrer, à côté de la France et l'Allemagne,
vont se joindre l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. C'est le début de la construction, donc avec les 6 premiers membres. Alors en 1955, à la conférence de Messine en Italie, vu les résultats prometteurs de la CECA, les produits agricoles, c'est industriel. En 1957, sera signé le traité de Rome qui va instituer donc, la communauté économique européenne. Et à partir de 1973, débutent donc les vagues d'adhésion, d'abord le Royaume-Uni, de l'Irlande et le Danemark. En 1981, c'est le tour de la Grèce. En 1986, l'Espagne et le Portugal intègrent l'Union européenne. Et en 1990, après la réunification, c'est la partie orientale de l'Allemagne qui rejoint donc l'Union. Nous sommes ensemble alors des 12. Alors, le 7 février 1992, ce sont les 12 qui décident donc de signer le traité de Maastricht, qui, au-delà donc des préoccupations économiques, va conférer donc à l'Union une dimension plutôt donc politique. En 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande rejoignent l'Union européenne. En 2004, c'est la plus grande vague d'adhésion, 8 PECO plus Chypre et Malte, c'est l'Europe des 25. Alors en 2007, c'est au tour de 2 autres PECO, la Roumanie et la Bulgarie, on est à l'Europe des 27. En 2013, c'est la Croatie qui intègre l'Union, donc c'est l'Europe des 28. Mais depuis le 31 janvier, l'Europe est à nouveau à 27 membres. Alors le Brexit, qui renvoie à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, est devenu effectif et ce dernier a officiellement quitté l'Union européenne. Néanmoins, alors, il va continuer à assurer une période de transition donc jusqu'à la fin 2020, à le temps de négocier donc, les termes d'un nouveau accord donc, de libre-échange. Alors, nous allons nous intéresser au second point, à savoir les institutions de l'UE. Et dans ce domaine, nous y reviendrons un peu plus tard à travers les réalisations. Ce sont des avancées énormes qui ont été réalisées donc, par les pays de l'Union européenne. Alors, parlons d'institutions, très rapidement, on peut les citer. D'abord, il y a le Conseil européen. Et le Conseil des ministres. Alors, le Conseil européen regroupe, réunit plutôt 2 fois par an les chefs d'État et de gouvernement. Alors, quant au Conseil des ministres, il réunit principalement les ministres dont les questions sont à l'ordre du jour. Alors, aujourd'hui, le président du Conseil européen, c'est le Belge Charles Michel. Qui a succédé à Donald Tusk depuis le 1er décembre 2019. Donc aujourd'hui, la présidence du Conseil européen est présidée donc par ce Charles Michel. Alors, entre autres institutions, on peut évoquer donc la Commission européenne, qui en réalité donc, est l'organe exécutif de l'Union. Alors son siège se trouve donc à Bruxelles, en Belgique. Elle comprend 27 commissaires en raison de 1 commissaire par État membre. Donc c'est l'organe exécutif. Alors elle impulse la Commission, la politique de l'Union en prenant l'initiative des décisions, des règlements et des directives communautaires. Également,
elle gère la diplomatie européenne, cette commission, en représentant l'Union dans les négociations internationales. Alors, cette commission européenne est présidée aujourd'hui par une Allemande du nom de, excusez la prononciation, Ursula von der Leyen. Et depuis 2019, c'est cette Allemande donc qui gère la diplomatie européenne. Ensuite, nous avons le Parlement européen avec ses membres qu'on appelle communément les eurodéputés. Alors, le siège du Parlement, ou bien le Parlement plutôt, siège tour à tour à Luxembourg et à Strasbourg. Alors, ces membres qu'on appelle les eurodéputés sont élus au suffrage universel pour un mandat de 5 ans. Et le nombre de députés pour chaque pays est réparti selon la taille démographique. Alors, le Parlement européen est dirigé aujourd'hui donc par un Italien du nom de David Sassoli. Alors, qui est le président donc depuis le 3 juillet 2019. Alors, enfin, nous avons la Cour de justice. Alors, cette Cour de justice composée de 27 juges, en raison évidemment d'un juge par État membre, siège plutôt donc à Luxembourg. Son rôle, c'est d'arbitrer les différends entre les pays membres et de veiller au respect donc du droit communautaire. Aujourd'hui, c'est un Belge, un professeur de droit, qui assure la présidence. C'est comme Lennart, qui est aujourd'hui donc le président de la Cour de justice, et ceci depuis le 8 octobre 2015. Donc, pour récapituler, alors, parlant des institutions, nous avons le Conseil européen qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement, qui se réunit 2 fois par an. Et pour ce qui est du Conseil des ministres, il réunit évidemment les ministres dont les questions sont à l'ordre du jour. Par exemple, quand il s'agit de parler de sport, ce sont les ministres de sport des différents pays qui se retrouvent. Quand il s'agit de parler de l'agriculture, ce sont les ministres de l'agriculture des différents pays qui se retrouvent. Aujourd'hui, ce Conseil européen est présidé donc par un Belge du nom de Charles Michel, et ceci depuis le 1er décembre 2019. Alors, la Commission européenne, c'est l'organe exécutif de l'Union, composé de 27 membres et siégeant donc à Bruxelles, présidé par une Allemande, c'est Ursula von der Leyen, et ceci depuis 2019. Le Parlement, avec ses eurodéputés qui sont élus au suffrage universel pour une durée de 5 ans, le Parlement qui siège tour à tour à Luxembourg et à Strasbourg, dirigé aujourd'hui donc par l'Italien David Sassoli depuis le 3 juillet 2019. Et enfin, nous avons la Cour de justice qui a pour rôle de régler les différends, de veiller au respect du droit communautaire, dirigé depuis le 8 octobre 2015 par le Belge Con Laert. Maintenant, on va essayer d'apprécier
la place économique ou bien le poids économique de l'Union européenne, surtout après le Brexit. Poids économique de l'UE après le Brexit. Ça permet d'avoir un aperçu global de la place qu'occupe l'UE dans l'économie mondiale. Alors, poids économique Alors pourquoi après le Brexit? Parce que ça a évidemment donc des conséquences. Alors aujourd'hui, en 2019, le PIB global de l'UE est estimé à 17 460 milliards de dollars, représentant 22% du PIB mondial. Mais ce qu'on constate avec ces résultats, c'est que l'économie de l'UE talonne de très près celle des États-Unis. Mais avec le Brexit, elle va peser moins lourd avec une baisse de 15% de son PIB à partir de 2021. Donc le Brexit va entraîner une diminution de 15% du PIB de l'Union européenne. Alors sur le plan démographique, en 2019, la population de l'UE était estimée à 513 500 000 habitants, représentant 6,9% de la population mondiale. Alors, ce qui fait de l'Union européenne la troisième des zones les plus peuplées du monde, loin derrière la Chine et l'Inde. Mais avec le Brexit, l'Europe va perdre 66,7 millions de citoyens du Royaume-Uni. Donc, au-delà de la baisse du PIB, la population de l'Union européenne également va chuter. 66,7 millions de citoyens du Royaume-Uni, représentant à peu près 13% de la population donc, de l'Union européenne. Alors, sur le plan commercial, on peut dire que le Brexit ne prévoit pas de très grands changements. L'Union européenne reste toujours une grande puissance commerciale, assurant 15,6% du volume total des importations et exportations mondiales. Alors, ce qui fait d'elle la deuxième puissance commerciale du monde, derrière la Chine qui se retrouve avec 17% des importations et des exportations mondiales, mais devant les États-Unis avec 11,8% des importations et des exportations mondiales.
Alors, il faut noter qu'en ce qui concerne l'Union européenne, plus de 64% des échanges sont réalisés entre les pays de l'UE. C'est un élément très important. C'est la préférence communautaire qui fait en partie donc la spécificité de l'Union, et cette situation, on peut la lier pratiquement à plusieurs niveaux. Alors, maintenant avec le départ du Royaume-Uni, ce départ a incité plutôt l'Union à dynamiser de nouveaux accords de libre-échange avec d'autres espaces. On l'a noté avec Singapour, on l'a noté également donc avec le Mercosur, c'est le marché commun de l'Amérique du Sud, composé des 4 géants que sont le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Alors, du point de vue investissement, c'est le premier destinataire des investissements, dans le monde devant les États-Unis et sur la Chine. Sur le plan agricole également, l'Union est le premier importateur et premier exportateur de produits agroalimentaires. Il y a également la monnaie euro, alors qui est devenu, qui continue plutôt de concurrencer donc le dollar américain. Alors ces différents éléments vous donnent un aperçu de la place de l'économie européenne, surtout après la situation donc, du Brexit. Alors, du point de vue économique, on peut dire que le PIB global de l'Union européenne va connaître une chute de 15% à partir de 2021 avec la sortie du Royaume-Uni. De même, la population européenne va chuter donc de 13%. Alors du point de vue commercial, on ne note pas de très grands changements. L'UE reste une puissance commerciale. C'est la deuxième au monde en termes de volume des importations et des exportations, derrière la Chine et devant donc les États-Unis. L'UE est le premier destinataire des investissements. Il y a également la monnaie euro qui continue de concurrencer le dollar donc sur le plan international. Maintenant, le troisième point renvoie aux réalisations de l'Union européenne. Alors, ces réalisations, on peut les lire sous plusieurs angles, mais on va essayer d'en citer quelques-unes. D'abord, sur le plan politique. Alors, c'est un aspect qui est souvent omis, oublié. Alors, le premier objectif de la CECA était, au-delà du développement économique, de rendre impossible tout conflit entre ses membres. Ce que l'on constate, c'est que depuis la création de la CECA jusqu'à aujourd'hui, aucun conflit n'a éclaté donc entre États européens. Par conséquent, la construction européenne comme projet de paix est plus qu'une réussite. Alors, ces réalisations également, on peut les lire au niveau institutionnel. Et c'est des avancées également qui ont été notées à ce niveau. Alors, depuis 1985, on a assisté donc à la signature de l'acte unique européen. Alors, sa ratification en 1986-87 a permis, à partir de 1993, l'unification du marché européen avec la suppression des derniers obstacles
liées à la libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises. Et les différents traités signés l'ont renforcé. Et parmi ces traités, on peut citer Maastricht, alors signé en 1992, ratifié en 1993, un traité qui confère à l'Europe, au-delà des préoccupations économiques, une dimension plus politique. Le traité Schengen, alors qui favorise la liberté de déplacement des personnes entre les différents pays. C'est vrai que tous les pays membres de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen. Cet espace Schengen compte aujourd'hui 26 membres, dont 22 pays membres de l'UE et 4 autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne mais qui font partie de l'espace Schengen. Alors il y a le traité d'Amsterdam, entre autres le traité de Nice et plus récemment donc le traité de Lisbonne. Alors si on prend le traité de Lisbonne, alors avec comme objectif c'est ratifié le 9 février 2010. Alors ce traité de Lisbonne avait pour objectif de remplacer le projet Mornay de constitution de 2004. Alors pourquoi projet Mornay de constitution de 2004? Alors en 2004, il y avait ce projet de constitution commune qui était soumis au référendum aux différents pays membres de l'Union européenne, un projet qui était piloté par l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing et qui, une fois ratifié, allait simplement transformer l'Union européenne donc, en une sorte de fédération. Mornay parce que c'est un projet qui a été rejeté par un certain nombre de pays. Mais depuis 2010, donc avec la signature de Lisbonne, alors l'UE devient un acteur majeur dans un monde multipolaire, non seulement par sa puissance économique, mais aussi par son poids diplomatique et militaire. Alors les objectifs, on peut également les évoquer sur le plan économique. Alors dans ce domaine, l'intégration se poursuit, se consolide avec une politique monétaire exemplaire, esquissée donc depuis 1979 avec le système monétaire européen. Et c'est ce qui a abouti le 1er janvier 2002 à l'entrée en vigueur de la monnaie euro. Monnaie que se partage aujourd'hui 19 pays donc de l'Union européenne. Alors, au niveau technologique, il y a également des réalisations importantes. On assiste depuis 1968 à la suppression des droits de douane et à un renforcement de la coopération dans le domaine aéronautique, c'est l'aviation, à travers Airbus Industrie, mais également dans le domaine de l'aérospatial avec Ariane Espace. Et depuis 2016, en décembre 2016,
L'Europe a son propre système de géolocalisation par satellite qu'on appelle le Galileo, avec une précision 10 fois supérieure au GPS américain. Alors ces réalisations, on peut les lire également au niveau de l'agriculture. Alors depuis 1962, alors on a la création ou la mise en place de la politique agricole commune, qu'on appelle la PAC. Alors, ce qui a permis une modernisation de l'agriculture européenne, mais également une augmentation des rendements. Alors, cette politique agricole commune est accompagnée d'un fonds d'orientation et de garantie agricole qu'on appelle la FEOGA, qui a pour rôle la FEOGA de financer la PAC, mais également de soutenir les prix. Entre autres réalisations, on peut parler de la solidarité. Alors cette solidarité, on peut la lire suivant deux angles. D'abord la solidarité interne, surtout les premiers adhérents qui ont un niveau de développement beaucoup plus important viennent en aide aux régions les plus défavorisées, notamment celles de l'Europe méditerranéenne ou de l'Europe orientale. Mais on va beaucoup plus insister sur la solidarité externe, cette solidarité qui lie plutôt l'Union européenne à ses anciennes colonies, donc on appelle communément des ACP. Et dans ce domaine, on retient que depuis la signature en 1975 des accords de Lomé, alors qui sont devenus aujourd'hui les accords de Cotonou, l'UE aide ce qu'on appelle les ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Donc l'Europe aide les ACP à travers ce qu'on appelle des échanges avantageux. Avantageux comment? C'est une franchise de douane à 99%. Une franchise de douane à 19% des exportations des ACP vers l'UE. C'est ça qu'on appelle échange avantageux. Donc, les produits qui étaient exportés des ACP vers l'Union européenne bénéficiaient d'une franchise de 99%. Ça veut dire que ces produits ne payent que 1% de taxes. Alors, une manière pour l'Union européenne de permettre à ces anciennes colonies de se retrouver avec des ressources financières exponentielles, importantes à partir de leurs exportations, donc pour financer évidemment des projets de développement. Mais aujourd'hui, ces échanges avantageux sont remplacés par des échanges
préférentiel. Et c'est ça qu'on appelle communément les APE qui font couler donc beaucoup de salive et d'accords de partenariat économique qui se caractérise par la création de zones globales d'échange entre l'Union européenne et les ACP, échange qui repose maintenant sur le principe donc, de la réciprocité, donc l'égalité. Maintenant, vu les écarts de développement très grands entre les deux entités, ces APE sont décriés et rejetés un peu partout donc, à travers les ACP. Donc, on peut continuer la liste des réalisations, mais on s'en arrête à ça. Donc, on l'a vu sur le plan politique, et cette dimension politique est souvent oubliée, je l'ai dit tantôt. Le premier objectif de la CECA, au-delà donc de la reconstruction économique, c'était l'instauration d'une paix durable en Europe. Empêcher l'éclatement d'une autre guerre entre États européens. On a constaté que depuis la création de la CECA jusqu'à aujourd'hui, aucun conflit n'a éclaté entre États européens. Par conséquent, la construction comme projet de paix est plus que réussie. Alors, ces réalisations, on peut les lire sur le plan institutionnel, je l'ai dit tantôt, depuis 1985, avec la signature de l'acte unique européen, qui a été ratifié entre 1986 et 1997, et ce qui a permis, à partir de 1993, à l'Union européenne de devenir un acteur majeur avec la suppression des derniers obstacles relatifs à la libre circulation des personnes, des capitaux et des personnes. Maintenant, les différents traités n'ont fait que renforcer cette situation. Maastricht, qui a conféré à l'Europe une plus grande dimension politique, Schengen facilitant la liberté de déplacement, les accords d'Amsterdam, de Nice, de Lisbonne, etc. Alors le traité de Lisbonne, ratifié en février 2010, avec pour objectif de remplacer le projet Montenay de constitution de 2004. En 2004, il y avait un projet de constitution commune, piloté par l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, qui visait évidemment à transformer l'Union européenne en une fédération, comme nous l'avons aux États-Unis. Maintenant rejeté par un certain nombre de pays, ce projet donc, a été enterré, c'est pourquoi j'ai parlé du projet Montenay. Mais quand même, la ratification du projet du traité de Lisbonne a permis donc à plutôt conférer à l'Union européenne une meilleure visibilité sur la scène internationale, non seulement par son poids économique, mais également par son poids politique, diplomatique et militaire. Alors sur le plan économique, l'intégration se poursuit avec une politique monétaire sans précédent. Alors d'abord en 1979, c'était la mise en place du système monétaire européen et ce qui a évolué et abouti au 1er janvier 2002 à la mise en circulation de la monnaie euro, monnaie que se partagent 19 États européens. Au niveau technologique également, il y a des avancées énormes avec la suppression des derniers obstacles dans ce domaine depuis 1968, des relations très poussées au niveau de l'aéronautique avec Airbus Industrie, au niveau de l'aérospatial avec Ariane Espace, et depuis 2016, l'Europe a son propre système de géolocalisation par satellite, c'est le système Galileo qui est devenu aujourd'hui le concurrent donc, du système de géolocalisation américain qu'on appelle le GPS. Et là, il faut bien retenir que le Galileo a une capacité ou bien a une précision 10 fois supérieure au GPS américain. Au niveau de l'agriculture, on a la politique agricole commune mise en place depuis 1962 avec pour objectif d'augmenter les rendements accompagnés d'un fonds d'orientation et de garantie agricole, la FEOCA, donc, qui garantit les prix, qui soutient donc l'agriculture au sein de l'Union européenne. Il y a cette solidarité externe, les premiers membres qui viennent en aide aux régions les plus défavorisées, l'Europe méditerranéenne, l'Europe de l'Est, mais surtout cette solidarité externe, donc liant à l'Union européenne, donc aux ACP, l'Afrique Caraïbes Pacifique. Alors, depuis la signature des accords de Cotonou en 1975, accord de Lomé devenu accord de Cotonou, l'Europe
aide les ACP à travers des échanges avantageux. Qu'est-ce qu'on entend par échanges avantageux? Franchise de douane à 99% des exportations des ACP vers l'Union. Ça veut dire que tous les produits qui étaient exportés des ACP vers l'Union européenne ne payaient que 1% de taxes. Mais aujourd'hui, ces échanges avantageux ont été remplacés par des échanges préférentiels qui reposent sur le principe de la réciprocité. L'égalité avec la création de zones d'accord d'échange global entre l'UE et les ACP. C'est ça qu'on appelle les APE, les accords de partenariat économique. Alors nous allons nous intéresser donc à un autre point, les défis, autrement les problèmes de la construction. Ouais. Alors c'est l'occasion de féliciter et de remercier les techniciens qui sont de l'autre côté et qui dans la chaleur abattent un travail colossal. Alors maintenant, pour ce qui est des problèmes, donc les défis, quels sont les problèmes auxquels l'Union européenne est confrontée? Alors, là également, on va lister un certain nombre de problèmes, donc l'éventail est extrêmement large. On peut évoquer en premier lieu les disparités de développement socio-économique. Alors, on parle ici de zones d'intégration économique hétérogènes, à géométrie variable. L'Union composée de pays qui n'ont pas le même niveau de développement économique et social. Alors, les six pays fondateurs de la communauté et les pays scandinaves membres de l'Union européenne, c'est la Suède, c'est la Finlande. Ces derniers sont de loin plus avancés que les pays de l'Europe centrale et orientale et certains pays méditerranéens comme le Portugal et la Grèce, aussi bien du point de vue des revenus donc, que de l'IDH. Donc les différents pays qui composent l'Union européenne n'ont pas le même niveau de développement économique et social, donc ce sont des disparités. Alors il y a également le défi de l'élargissement. Alors, les 13 derniers adhérents, ce sont les pays qui ont intégré l'Union européenne à partir de 2004. Alors, en augmentant plus la taille démographique de l'UE que son PIB, pose de sérieuses difficultés. Et ces difficultés ont pour nom la baisse des fonds alloués aux agriculteurs dans le cadre de la PAC et au financement des projets de développement dans les régions défavorisées. Donc, l'adhésion des derniers membres a augmenté beaucoup plus la taille démographique donc, que le PIB, et cela n'est pas exempt donc, de répercussions. Alors, le défi de l'adhésion populaire au projet communautaire. À ce niveau, on note un certain donc, relâchement. Alors, il est reproché aujourd'hui à l'Union de se préoccuper beaucoup plus des problèmes des hommes d'affaires et des politiques, des États, au détriment évidemment donc, des sociétés. Et ces frustrations s'expliquent par la déprime économique, la précarisation de l'emploi, la hausse du chômage et la baisse des salaires, de même que la montée de ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Alors,
Un autre problème, c'est la prise en charge de la sécurité européenne. Alors on voit que malgré la fin de la guerre froide, et ce coup, on peut le lire également sur le plan géopolitique. Alors, pourquoi géopolitique? Parce que jusqu'au 31 janvier 2020, c'est la date de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors, jusqu'à cette date, le Royaume-Uni était avec la France l'un des deux pays membres de l'UE à être une puissance nucléaire militaire et à avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Par conséquent, le départ du Royaume-Uni sur le plan politique va constituer une perte. Alors, entre autres problèmes, il y a le vieillissement de la population. Alors, un phénomène aux répercussions politiques et économiques énormes. Alors, la part de la population âgée de 65 ans et plus dans l'Union européenne est passée de 13% en 1980 à 20,1% en 2019. Donc un vieillissement accéléré, comme je l'ai dit tantôt, qui est vu en général comme un facteur de déclin économique et politique pour l'Union européenne. Alors, parlant toujours des problèmes, on peut ne pas parler de l'impact du Covid-19, le coronavirus, son impact dans l'économie de l'Union européenne. Alors, l'UE est un continent qui est très touché, frappé de plein fouet par la pandémie du Covid-19, aussi bien en termes de contaminés qu'en termes de décès. Alors, les dernières statistiques relevées le 30 avril 2019 évoquaient recensé pratiquement 1300 morts. Impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie de l'île. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de cette Europe qui est frappée de plein fouet par cette pandémie, aussi bien en termes de contaminés qu'en termes de décès. 130 morts recensés donc le 30 avril 2020. Alors, le coronavirus qui a représenté un choc majeur pour l'économie de l'UE, qui, selon la Commission européenne, va connaître une récession en 2020, avec la contraction de 7% de l'économie, une baisse de 9% de la croissance par rapport à 2019. Alors, si l'arrivée de la pandémie s'est accompagnée d'un cafouillage et d'une absence de solidarité européenne envers l'Italie, qui était le premier pays touché, aujourd'hui, les dirigeants de l'UE se réunissent régulièrement par vidéoconférence pour discuter et évaluer la réaction de l'UE face au Covid-19. Alors, on peut parler de cette augmentation du budget donc des États de 37 milliards dans la politique de cohésion, le soutien aux entreprises et aux travailleurs, l'émission de ce qu'on appelle les eurobonds pour financer donc la dette des pays les plus touchés. Donc pour récapituler les défis, entre autres, on a parlé des disparités régionales, le défi de l'élargissement, on sent plus l'augmentation de la taille démographique que le PIB, et ça se répercute
dans la répartition donc, des ressources, le défi de l'adhésion populaire au projet communautaire, c'est l'euroscepticisme, la prise en charge de la sécurité européenne, qui ne se fait que sous le parrainage des États-Unis à travers l'OTAN, malgré la fin de la guerre froide, le défi du Brexit, donc c'est des conséquences énormes sur le plan économique, baisse du PIB, chute donc de la population, mais surtout sur le plan géopolitique. Il faut dire que le Royaume-Uni était avec la France les seuls pays possédant l'arme atomique et ayant un siège de membre permanent également au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le vieillissement de la population est un vieillissement très prononcé et aujourd'hui on peut ne pas évoquer l'impact du Covid-19 donc sur les différentes économies de l'UE. Et pour terminer, nous allons nous intéresser donc aux perspectives. Et j'ai vu là donc, une question sur les perspectives de la Constitution européenne. Nous allons y répondre en même temps. Alors, conformément à cette rêve, conformément à ce rêve plutôt de Winston Churchill, Premier ministre britannique, alors rêve dévoilé à Zurich en 1946 de voir se réaliser les États-Unis d'Europe. Alors, conformément donc à ce rêve de Churchill, l'UE projette de s'ouvrir davantage aux autres nations du continent. Maintenant, après la crise de la dette, ensuite la crise des migrants. Alors, après ces deux crises donc, qui ont secoué l'Union européenne et qui constituent donc des sources d'incertitude, aujourd'hui, ce phénomène est accentué par ce qu'on appelle donc le Brexit. Donc une incertitude donc, par rapport à l'avenir de l'Union européenne, tant sur le plan politique, institutionnel et économique. Alors il y a les inquiétudes par rapport à l'avenir de la zone euro, de même que l'espace Schengen. Donc aux incertitudes par rapport à l'avenir de la zone euro et de l'espace Schengen s'ajoutent désormais des incertitudes sur les relations commerciales, la circulation des personnes, et ceci pourrait affecter l'économie européenne en freinant la croissance, l'investissement et la baisse du chômage. Alors, dans un contexte favorable au repli sur soi et à la perte de la confiance dans le projet européen, les risques de désintégration européenne doivent être pris au sérieux et l'UE doit plus que jamais engager une réflexion donc, sur son avenir. Donc, parlant de perspective, on se réfère à ce rêve développé par le Premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill, à Zurich depuis 1946, de voir se réaliser un jour donc, les États-Unis d'Europe. Et dans cette perspective, l'UE, malgré le Brexit, projette de s'ouvrir davantage aux autres nations du continent. Maintenant, des préoccupations à prendre en charge pour parvenir à cette zone, la crise de la dette, la crise des migrants. Aujourd'hui, donc, il y a la question du Brexit, l'avenir de la zone euro, l'avenir de l'espace Schengen. Autant d'éléments à prendre en compte donc, pour parachever en quelque sorte donc, cette construction économique. Alors, pour terminer, on peut dire que l'UE est le fruit d'une longue œuvre d'édification motivée par la recherche d'une unité économique, voire politique des nations du vieux continent. Ces réalisations économiques et l'intelligente politique étrangère montrent
que la construction européenne est en bonne voie, même si des obstacles et ou des manquements pluriels freinent l'élan de ce géant de la régionalisation. Alors nous allons nous en arrêter, nous en arrêter à ça pour aujourd'hui, espérant vous retrouver très prochainement donc sur un autre thème, toujours sur cette plateforme, la République des valeurs. Je vous remercie. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des valeurs.